Allô, je m'appelle Corinne Et Naomi. et aujourd'hui, on vous présente la capsule informative qu'on a appelée Vieillir gai et gaiement parce qu'il sera question de la situation des personnes âgées LGBTQ+. Pour pouvoir aborder tous les aspects importants pour pouvoir bien dépeindre la situation actuelle, tout d'abord, on va commencer par vous présenter l'enjeu. On va définir les concepts dont il sera question dans la capsule. On va vous partager des statistiques et des faits. On va ensuite vous présenter l'organisme qui était le point de départ pour toute cette recherche-là qui a été faite par la suite. Vous allez comprendre la pertinence de cet organisme-là. Et finalement, évidemment, on va finir avec des pistes de solutions pour se tourner vers l'avenir. On a décidé de parler de ce sujet-là parce qu'on trouvait que c'était un sujet qui était vraiment pas assez abordé. Donc, le but, c'est vraiment de démocratiser la situation des aînés actuellement, surtout les aînés LGBTQ+. On voulait aussi comprendre l'aspect historique. Donc, ça va être question de mettre un portrait sur ce qui se passe en ce moment, mais ce qui s'est passé aussi dans le passé et exposer des solutions. Donc, on cherche à essayer de trouver des pistes de solutions pour améliorer la situation en général. Puis aussi, ben, de mon côté, il y a aussi une implication personnelle parce que j'ai moi-même un proche aîné qui fait partie de la communauté LGBTQ+. Alors, on voulait se renseigner là-dessus pour cette raison-là aussi. Pour guider notre recherche, mais aussi donner une ligne directrice à notre capsule, on a décidé de mettre en place une question qui va être le sujet. Donc, c'est quelles sont les réalités, les enjeux auxquels les aînés appartenant à la communauté LGBTQ+ font face. Avant toute chose, c'est vraiment important de faire une petite définition des concepts clés qu'on va aborder dans la capsule. On parle d'homonégativité, donc qui est une profonde dévalorisation, voire même une haine de soi ou un dégoût par rapport à son orientation sexuelle ou sa propre identité. Donc, c'est souvent basé sur des croyances culturelles ou personnelles. On va parler aussi de la culture hétérosexiste, donc l'affirmation que l'hétérosexualité, c'est une norme sociale et que c'est supérieur aux autres orientations sexuelles. Et par le fait même, ben, ça se place souvent dans les institutions sociales, qu'on prend pour acquis que l'hétérosexualité, c'est commun à tous et c'est tout le monde. Sinon, il y a l'agisme, donc la discrimination ou le mépris fondé sur l'âge d'une personne. Pour bien comprendre les enjeux auxquels font face les aînés d'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'une génération qui est complètement différente de celle d'aujourd'hui. À titre d'exemple, en 2017, les plus jeunes aînés, donc ceux de 65 ans et plus, avaient 17 ans lorsque l'homosexualité a été décriminalisée en 1969. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les aînés d'aujourd'hui de 80 et 90 ans viennent complètement d'une autre génération et d'une autre réalité, donc ils ont une vision complètement différente aussi sur la situation. On va parler plus tard dans la capsule d'isolement, d'invisibilité des aînés. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était quasiment une question de vie ou de mort à cette époque-là. Leur bien-être, leur survie dépendait du fait de comment ils étaient capables de dissimuler, dans le fond, leur homosexualité à cette époque-là. Il faut se rappeler que l'homosexualité, à ce moment-là, c'était considéré comme une maladie, un péché, un crime. Donc, oui, aujourd'hui, la situation est beaucoup mieux qu'à l'époque, mais les aînés ont vieilli comme ils ont grandi. Donc, ils ont une certaine homophobie internalisée, c'est certain. Évidemment que les informations qu'on vous partage aujourd'hui sont basées selon la réalité des aînés et de ce qu'ils ont vécu au courant de leur vie. La situation va être appelée à changer, mais pour la capsule d'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer à prendre cette réalité-là en compte, puis à l'exposer dans notre capsule. On a décidé de trouver des statistiques et des faits pour appuyer notre recherche. Ça a été difficile parce que la situation des aînés LGBTQ+ est vraiment peu étudiée. C'est même un fléau en ce moment. On a peu de recherches, peu de nombres. Voici ce qu'on a trouvé. Donc, 10% des aînés sont LGBTQ+. C'est le même pourcentage que chez les jeunes en ce moment. Par contre, la différence, c'est que les aînés sont complètement oubliés, effacés et même invisibles. 94% des personnes âgées se déclarent être amoureux de leur conjoint. Ce qu'on veut dire par là, c'est que souvent, on a la croyance que quand tu deviens vieux, tu perds ton désir, il y a comme plus d'amour, ça n'existe pas. Mais la preuve en est que même presque 100% sont encore en amour. Au Québec, 1,8% des personnes de 65 ans et plus se déclarent homosexuelles ou bisexuelles. Donc ça, c'est en 2017. Ça montre que c'est vraiment des données qui sont grandissantes, mais encore là, on manque beaucoup d'informations, donc c'est difficile d'avoir des données qui sont 100% sûres.
Maintenant qu'on a un peu dépeint la situation des aînés LGBTQ au Québec, voici l'organisme sur lequel on a décidé de se pencher pour ce travail-ci. Donc, c'est l'ARCG, qui est un organisme pour aînés et retraités de la communauté gay. Donc, l'organisme a pour mission de regrouper des hommes gays de 50 ans et plus pour les aider à briser surtout l'isolement, maintenir une autonomie, un équilibre aussi qui est dans une santé physique ou autant mentale, en leur faisant faire des activités, en créant un sentiment de communauté, parce que souvent, la grande partie de ces membres-là souffrent de discrimination, sont sous le seuil de la pauvreté, souvent même des intégrations du réseau social ou même de l'homophobie intériorisée. Donc, c'est un groupe qui leur permet de s'épanouir en tant qu'aînés, mais aussi en tant qu'homosexuels. Comme Naomi a dit, c'est vraiment un organisme qui a comme mission de rassembler des hommes gays pour leur permettre de vivre des activités qui les intéressent ensemble, de socialiser, de développer des liens avec d'autres personnes, de participer aussi à des activités qui favorisent le maintien et le développement de l'autonomie et de la socialisation, qui est super important pour les aînés, puis évidemment de développer l'entraide entre pairs. Donc, bref, c'est vraiment de rassembler des hommes qui vivent la même réalité pour qu'ils puissent échanger, participer à des activités, puis vivre une belle vieillesse. Quand on a fait des recherches pour savoir quelle était la réalité des hommes gays aînés, il y a 4 angles principaux qui sont ressortis pour nous permettre de réellement dépeindre leur réalité. La solitude et l'isolement, la discrimination et l'homonégativité, le sentiment d'appartenance et l'accès aux services. Donc, comme Corinne l'a dit, il y a 4 angles et leur déclinaison, mais on a décidé vraiment de se concentrer sur 2 principales, donc la solitude et l'isolement, et l'accès aux services pour donner un portrait plus approfondi qu'on va faire dans les prochaines diapositives. La solitude et l'isolement social, c'est des problèmes qui touchent les aînés en général, mais ça touche particulièrement les aînés de la communauté LGBTQ+. Tout d'abord, définissons c'est quoi l'isolement social. Alors, c'est un contexte dans lequel une personne a peu de liens sociaux et sinon des liens de qualité médiocre. D'ailleurs, il y a 2 experts en le sujet, Lynn Chamberlain et Laurent McCutcheon, qui s'entendent pour dire que lutter contre l'isolement qui nuit au vieillissement et à la santé, c'est vraiment ce qui est le plus prioritaire actuellement. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi c'est autant présent chez les aînés LGBTQ, la solitude et l'isolement social. Premièrement, par la diminution des ressources sociales au cours du vieillissement, par le degré d'homophobie intériorisée qu'ils ont traîné avec eux toute leur vie, par les expériences de discrimination et la dissimulation de leur orientation sexuelle. Comme on le disait précédemment, la réalité des aînés d'aujourd'hui était vraiment pas la même qu'aujourd'hui. Donc, il y en a plusieurs qui ont dû cacher, qui ont dû intérioriser le fait qu'ils étaient gays. Donc, aujourd'hui, ils se sentent encore plus seuls par rapport à ça et il y a un gros sentiment d'homophobie intériorisée. Ils ont souvent même honte d'être gays. Donc, ça fait en sorte qu'ils s'isolent eux-mêmes et ils ont tendance à se cacher pour être sûr de ne pas se faire discriminer par les autres, autant dans un point de vue de relation que dans un point de vue de commerce ou de service. Il y a aussi le fait que plusieurs hommes homosexuels n'ont pas eu d'enfants et certains ne sont plus avec leur conjoint ou n'ont pas nécessairement eu de conjoint non plus. D'ailleurs, ce serait le cas de près de 50% des aînés LGBTQ qui ne sont pas engagés dans une relation. Donc, pour toutes ces raisons-là, les aînés LGBTQ+, souffrent de solitude et d'isolement social, malgré que la situation va être appelée à changer puis que les conditions sont vraiment meilleures aujourd'hui. Comme on le disait au début de la capsule, il faut vraiment se replacer dans le contexte de l'époque et comprendre que les aînés actuels ont vraiment une différente réalité puis ont des expériences du passé qui vivent leur vieillesse vraiment différemment de ce qu'on verra dans les prochaines années. Quand on parle d'isolement, c'est aussi important de parler du VIH et du sida. Donc, si on se replace dans les années 80, c'était réellement une épidémie. Il y a beaucoup de personnes, d'hommes homosexuels qui étaient touchés par le VIH et le sida. Il y en a des millions et des milliers
qui sont morts d'ailleurs de cette maladie-là qui a été découverte dans les années 80 et qui est transmissible par le sang. C'est une maladie, comme on sait, qui touche davantage les hommes gays parce que ça se transmet extrêmement rapidement par voie anale. Et c'est important d'en parler dans le contexte de l'isolement parce que suite à cette crise-là de 1980, il y a encore plus d'hommes qui étaient réticents à parler de leur orientation parce que ça venait avec un stigma, avec des préjugés et ils se faisaient juger. Et ça explique même que beaucoup d'hommes sont retournés dans le placard suite à cette crise-là. Donc, encore aujourd'hui, ça les suit, ça fait partie de leur expérience, de leur peur. Donc, ça explique pourquoi plusieurs hommes sont réticents à dire leur orientation sexuelle, puis préfèrent s'isoler et se retirer que de s'affirmer et aller de l'avant avec ça. On le sait, l'isolement, ça vient avec beaucoup de risques et de conséquences. Parmi ça, il y a l'augmentation du risque de chute. Donc, souvent, les aînés qui sont isolés sont moins mobiles et ont tendance à avoir une moins bonne santé physique. Ils peuvent avoir un faible sentiment de bien-être, de qualité de vie qui est réduit. Ça engendre souvent des dépressions, même des idées suicidaires pour une quantité de personnes. Il y a aussi un mauvais état de santé, donc par la mobilité, mais aussi par le fait qu'ils sont peut-être un peu moins stimulés intellectuellement. Ça peut engendrer de la démence, des maladies chroniques. Il y a le risque de décès prématuré, évidemment, pour la mauvaise santé. Ça peut être un fardeau aussi pour les proches aidants parce que ce sont peut-être les seules personnes qui sont en contact avec ces aînés-là. Le fait de retourner dans le placard, on l'a dit un peu plus tôt, ça peut être plus facile pour eux d'être dans le placard que d'affronter leur orientation. Sinon, une diminution de la capacité de prendre des décisions, donc surtout parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu d'activité ou peu importe. Et l'abus d'alcool et de drogue, évidemment, par des symptômes dépressifs ou juste par dépendance pour passer le temps. On a ajouté le point de vue d'une personne aînée qui vit dans un centre de personnes âgées pour appuyer le fait que souvent ces croyances-là sont beaucoup plus ancrées, beaucoup plus profondes. Donc, c'est normal et comprenable que les aînés souvent ont tendance à s'isoler ou encore à se retourner dans le placard parce que ils ont été élevés avec des mentalités que l'homosexualité c'était un crime, c'était péché, c'était une maladie mentale. Donc, même si on souhaite que la majorité des aînés sortent du placard et décident de vivre leur sexualité à 100%, c'est normal que c'est plus difficile pour eux. Peut-être que même une quantité d'aînés n'auront jamais la chance de sortir du placard parce qu'ils ne s'acceptent pas entièrement et parce qu'ils ont honte de leur sexualité. Ce genre de mentalité-là puis de discours-là, ça explique pourquoi aussi isolement, ça rime aussi avec invisibilité des aînés. On n'a pas parlé pour l'instant, mais les aînés particulièrement LGBT sont invisibles parce qu'ils ont dû se cacher pour survivre. Leur bien-être dépendait d'à quel point ils étaient capables de cacher leur homosexualité. Alors, tout ça explique pourquoi la situation d'un aîné LGBT en maison de retraite peut être vraiment plus difficile et comporter beaucoup plus d'enjeux que tous les autres aînés. L'isolement social et l'invisibilité des aînés contribuent aussi à rendre l'accès aux services un enjeu pour tous ces aînés-là. C'est un tabou qui touche les personnes âgées en général, mais ça représente une double oppression pour les personnes LGBTQ+, parce que pour eux, la validation sociétale de leur orientation sexuelle est intrinsèquement liée à leur activité sexuelle. Puis, comme on le dit depuis le début, ils viennent d'une autre génération, donc c'est encore plus un enjeu. Ce qu'ils veulent, c'est se sentir acceptés et compris, ce qui peut parfois être difficile dans différentes sphères. Puis, on a listé une liste de services pour qui ça représente un enjeu. En maison de retraite, c'est un enjeu pour eux. Des fois, ils ne se sentent pas acceptés. Des fois, leurs colocataires ne sont pas autant ouverts d'esprit qu'on pourrait croire qu'ils sont aujourd'hui. Avoir accès à un réseau médical qui est adapté avec des gens qui ont vécu la même réalité qu'eux, qui les comprennent réellement, avoir des services adaptés, peu importe le type de service, avec soit des gens issus de la communauté ou des gens qui comprennent réellement quelle est leur réalité. En milieu rural aussi, c'est encore plus difficile parce qu'à Montréal ou dans les grandes villes, il y a plus de services qui sont nichés, qui sont spécialisés pour les personnes LGBT. En milieu rural, c'est complètement une autre réalité. Et aussi, ça explique pourquoi ils s'excluent eux-mêmes du système et eux-mêmes rendent leur accès aux services compliqués de peur de ne pas se faire comprendre ou de ne pas se faire accepter réellement.
Tout au long de notre recherche, on s'est aussi concentré à trouver des pistes de solutions parce que oui, c'est important d'exposer l'enjeu, mais qu'est-ce qu'on fait après par la suite? Il y en a plusieurs. Donc, pour contrer l'isolement social, il y a la possibilité de sensibiliser les gens, que ce soit les plus jeunes, les moins jeunes, les gens qui habitent en résidence de personnes âgées avec des gens LGBT. Il y a aussi des habitats qui existent, qui sont partagés entre des personnes de la communauté. Donc, comme ça leur fait des liens communs, des sujets sur quoi échanger. Il y a des résidences de personnes âgées aussi qui sont soit complètement dédiées à des personnes issues de la communauté ou qui réservent un certain pourcentage de personnes qui proviennent de la communauté. C'est le cas, par exemple, des habitats Folum de Montréal. Eux, ils réservent la moitié des logements à la clientèle LGBT. Donc, comme ça fait plus de gens issus de la même communauté qui ont vécu les mêmes réalités, les mêmes expériences. Donc, ça permet de les faire sentir moins isolés, puis ils peuvent échanger avec d'autres personnes. Il y a différentes fondations, dont celle dont on vous a parlé aujourd'hui aussi. Puis, il y a plusieurs groupes qui créent des activités exclusivement pour les aînés. Donc, ça leur permet de se rassembler, puis d'échanger entre eux avec des gens qui ont eu la même réalité. Pour contrer aussi le côté du manque de services, ben c'est sûr que on pourrait y aller de l'avant avec peut-être ne pas assumer l'orientation sexuelle des aînés ou de toute autre personne en général, donner peut-être plus de formation et de cours sur les réalités LGBTQ+, autant pour le service de santé, pour les compagnies que pour les gens, et recueillir évidemment plus d'informations et plus de données pour après ça pouvoir les enseigner et dépeindre une réalité beaucoup plus fidèle à ce qui se passe en 2022 ou même dans le futur. Heureusement, on a espoir et on croit que la situation va aller en s'améliorant avec les années, comme la génération change et les valeurs changent aussi. Il y a un peu plus d'éducation, on sent qu'il y a un peu plus de soutien et de services. Et évidemment, ben, c'est un long processus qui va être appelé à changer au fil des générations. Puis, c'est grâce à des organismes comme celui qu'on vous a présenté, la RCG, qui est l'organisme pour les aînés et retraités de la communauté gay. C'est des gestes comme ça qui aident à faire avancer les choses, à sensibiliser, à mettre les aînés en priorité, à les faire se sentir plus inclus, à vivre moins d'isolement, d'être moins invisibles. On vous a présenté cet organisme-là aujourd'hui, mais il y en a plusieurs autres qui existent, que ce soit des activités en groupe, des maisons de personnes âgées qui sont plus nichées et qui ont un angle très précis. Alors bref, c'est vraiment une situation et un enjeu qui était, en tout cas pour notre part, un peu moins connu parce que c'est pas dans notre réalité, mais clairement, il y a des besoins qui sont là. Puis comme Naomi l'a dit, ben on espère que la situation sera appelée à changer puis que tout va devenir plus positif pour les prochaines années. C'est rassurant aussi de savoir qu'il y a des gens qui donnent des voix à des communautés. Donc, nous, ça nous a touchés et c'était évident qu'on allait en parler. On a utilisé plusieurs sources pour faire notre recherche. Elles sont toutes listées là. Puis sinon, ben, de notre côté, on espère que ça vous en a appris un petit peu plus sur une réalité qui parfois peut être plus ou moins proche de la nôtre, que ça va vous inspirer de la compassion puis un désir peut-être d'aider ou de vous renseigner si c'est possible pour vous. Alors voilà, merci pour votre écoute.